Chères téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs, internautes, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 19e numéro de votre émission littéraire Préface. D'ailleurs, c'est le dernier numéro de cette première saison. Ah non, rien ne me plaisait dans le cadre de ma nouvelle vie. De jour en jour, mes appréhensions se fortifiaient et devenaient pesantes, comme un fardeau que je ne pouvais jamais déposer. Un extrait de Moi Tituba, sorcière de Salem, de Marie Scondé. Mais je ne suis pas venue sur terre pour soupeser toute la tristesse du monde. À cela, je préfère rêver, encore et encore, debout, au milieu de mon jardin, comme le font toutes les vieilles de mon âge, jusqu'à ce que la mort me prenne dans mon rêve, avec toute ma joie. Un deuxième extrait, ici, de Pluie et vent sur Tellumé Miracle, de Simone Schwarzbart. Dans la littérature antillaise d'expression française, les personnages féminins sont souvent caractérisés par la notion de drive, pour reprendre un terme que l'on trouve dans le titre du roman de Gisèle Pineau, La grande drive des esprits. C'est ce que montre Emmeline Pierre dans son mémoire intitulé « Le caractère subversif de la femme antillaise dans un contexte post-colonial » à partir de Mélodie des faubourgs de Lucie Julia et La grande drive des esprits de Gisèle Pineau, qui sont tous deux des romans. Elle dit ceci. En somme, le personnage féminin quitte un espace qui lui a été imposé afin de s'approprier un autre lieu. Elle n'hésite pas à driver, même si cela est synonyme de douleur. Elle évalue des limites spatiales afin de savoir comment acquérir sa liberté tout en consolidant son identité. C'est pour cela qu'en plus de s'inscrire dans une démarche subversive quant à son rapport à l'espace, la figure féminine va renverser l'ordre établi en ce qui a trait à son image et à sa relation à l'autre. Voilà donc un propos qui est tiré du mémoire d'Emmeline Pierre. L'autrice que nous recevons aujourd'hui est martiniquaise. Elle est connue pour son implication associative dans la valorisation des femmes à travers l'association qu'elle a fondée en 2016 et qui s'appelle Figures de femmes totem des Outre-mer. Au-delà de la valorisation, cette association lutte contre les violences faites contre toutes les filles et les femmes et promeut l'égalité femmes-hommes et la visibilité des cultures ultramarines. Le roman dont elle va nous parler aborde une figure historique martiniquaise, une femme qui a réellement existé. Le titre du roman est « Moi, Lumina Sophie », préfacé par Raphaël Confiant, écrivain martiniquais qu'on ne présente plus. J'ai l'immense plaisir de recevoir Chantal Clem pour son premier roman. Bonsoir Chantal. Bonsoir, alors bonsoir et merci de m'avoir invitée et merci de m'accueillir à ton émission, ta très belle émission d'ailleurs. Ah, merci beaucoup Chantal. Alors j'ai coutume de dire que cette émission c'est une conversation avec l'auteur, oui, avec l'autrice. Donc est-ce que tu me permets de te dire tu ? Assurément, assurément. Bien. Merci beaucoup et merci de me soulager du vous. Ah oui, parce que ça fait un petit peu endosser. Oui, exactement. Exactement. Alors Chantal, j'ai donné déjà quelques éléments te concernant, mais est-ce que tu peux en dire davantage à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? De quand date, par exemple, ton engagement féministe et pourquoi as-tu voulu créer cette association? Quel est son impact? Alors, ça date de 2016, comme tu l'as dit, hein, c'est une aventure récente, hein, seulement 6 ans. J'ai l'impression que ça a fait des lustres parce que, comme tu le sais, c'est un chemin quand même qui est parsemé d'embûches, qui est extrêmement difficile. Et la notion d'impact, je veux dire que petit à petit, nous aspirons, nous tendons vers, nous essayons, si tu veux, de briser un peu, je vais dire, le mur de verre, tu vois, qui existe encore, qui est là. Il ne faut pas quand même qu'on ait un discours qui soit naïf, qui soit fin. Parce que en fait, nous avons encore à lutter, tu vois, pour valoriser nos territoires, pour valoriser notre belle culture, pour valoriser notre patrimoine. Donc c'est pour ça que je parle de briser le mur de verre, parce qu'il ne faut pas que ça reste, tu sais, comme quelque chose, tu vois, de périphérique. Il y a une semaine des Outre-mer, il y a quelque chose qui voudrait que, comme si un peu, ce serait des petites pierres, des petits cailloux, des petites miettes d'espace qu'on nous donnerait. Et je trouve que ça, c'est pas forcément ni bon
c'est pas bon pour le défi républicain, ce n'est pas légitime par rapport à notre place dans l'archipel France, hein, je reprends l'expression de quelqu'un que, bon, voilà. Et puis, ce n'est pas aussi notre place du fait de notre construction et notre part à l'histoire qui ne doit pas être minorée, qui ne doit pas être réduite à un carcan géographique, à un espace géographique, parce que ça nous limiterait, que ce serait dommage. Donc voilà un peu, j'espère que j'ai été sommaire, les grands traits en tout cas de mon action. Alors en fait, moi j'aime bien le titre, Figure de femme totem. Alors pourquoi totem ? Parce qu'en fait, j'aurais pu prendre le mot potomitan, tu vois, mais j'ai l'impression que le mot potomitan nous réduirait, si tu veux, et je dis nous, parce que c'est notre histoire, c'est l'histoire de nos mamans, de nos grands-mères et toutes celles bien avant elles, à leur rôle dans leur foyer, tu vois, et je pense qu'il y a une mue qui s'est passée, il y a un changement de paradigme. La femme, elle a dépassé ce statut, tu sais, de la personne qui est là, qui tient sa maison, qui tient son foyer. Non, je pense que de plus en plus, elle recommence à prendre sa place, elle la prend dans son entièreté, dans sa complexité, dans sa globalité, mais dans tous les enjeux aussi qui sont les siens, dans tous les défis sociétaux, dans tous les défis, tu vois, même politiques, dans tous les défis culturels, dans tous les défis au niveau des arts. Elle est de plus en plus présente, il y a une sorte de libération de la parole qui s'est faite, mais pas seulement par rapport aux violences faites aux femmes, je pense qu'il ne faut pas restreindre le propos. Non, c'est dans l'affirmation de la femme, de ce qu'elle veut plus, de ce qu'elle aspire à être et des limites justement dans lesquelles on l'avait un peu emprisonnée. Et dont elle est en train de s'affranchir. Surtout que potomitan, c'est vraiment, ça pourrait paraître valorisant, mais en réalité, ça rendait la femme totalement esclave, puisqu'elle se retrouvait à tout gérer et finalement n'avait pas tant que cela un rôle positif en réalité. En somme, et puis aussi ça la réduisait, tu veux. Tu vois ce que je veux dire, et c'est incroyablement important ce qui est en train de se passer. Tu as de plus en plus de femmes, mais voilà, qui prennent la parole et qui sont dans des rôles qu'on n'attendait pas, mais dans des rôles qui étaient dévolus aux hommes. Et l'égalité femmes-hommes dont tu parlais passe forcément par cela aussi. Donc pour moi, totem, c'est la réasseoir aussi au cœur même de l'évolution, du dynamisme de la société. Très bien Chantal, alors justement c'est vraiment un tremplin. Nous allons donc arriver au roman. Alors pourquoi le choix de Lumina Sophie? Alors est-ce que la belle tour à Fort-de-France qui porte son nom, la belle tour Lumina, est-ce que ça suffisait pas en termes d'hommage? Pourquoi avoir choisi de faire un roman sur cette femme? Alors je vous remercie de poser la bonne question, de donner le bon exemple. Il ne suffit pas seulement qu'on ait des symboles, il faut qu'on ait des symboles qui portent des noms, ça c'est sûr, mais ils ne suffisent pas parce que souvent on constate qu'on peut avoir des monuments qui portent des noms, mais l'histoire, l'impact et le rôle joué par la personne n'est pas justement pris en compte et n'est même pas connu, si tu veux, de la population. Il y a une sorte de décalage qu'il y a entre effectivement ce besoin de symbole et la crise qu'il y a eu avec toutes ces statues qui ont été déboulonnées a bien montré en fait ce besoin d'enracinement, de revenir à des fondamentaux, mais c'est aussi la quête identitaire. Tu vois, on est dans une sorte de mue, comme je disais, de mutation où les identités ont besoin de se réaffirmer. On le voit avec tout le phénomène culturel, cinématographique, notamment aux États-Unis et la culture noire, tu vois. On le voit aussi par rapport à certains pays d'Afrique où de plus en plus, notamment par la mode, où ça passe beaucoup, il y a une affirmation très forte de l'identité, donc le symbole, le costume joue cela. Et puis on le voit aussi progressivement, parce qu'on ne peut pas à la traîne avec nous. Et moi, je pense que justement, le moment était bien choisi pour revaloriser nos icônes. Tu vois, alors j'ai choisi Lumina Sophie, j'aurais pu choisir d'autres parce qu'il y en a plein. Oui, c'est vrai qu'il y en a effectivement. Je considère que Solitude a ouvert une voie. Elle a ouvert une voie qui est absolument magnifique. Lumina, je lui souhaite de pouvoir suivre ce parcours, comme d'autres aussi pourront le faire. Donc il fallait choisir une qui dise quelque chose. Et si tu veux, alors, si tu me permets, derrière ce Lumina Sophie, derrière cette histoire, il y a surtout l'histoire d'une conscience collective. Absolument. Tu vois, c'est une écriture que j'ai voulu qui parle de cette femme, mais en parlant de cette femme, elle s'adresse à nous. En tout cas, moi, pendant tout ce parcours d'écriture, ça m'a totalement touchée, ça m'a totalement chamboulée dans mon engagement en tant que femme par rapport à l'impact dont tu parlais que ça a eu et de ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie d'incarner cela aujourd'hui. Parce qu'effectivement, quand on lit ce roman, alors, on va un petit peu contextualiser. Oui. Donc, Lumina Sophie, c'est cette femme qui va s'insurger contre l'affaire Lubin. Cet homme qui, parce qu'il a refusé de céder donc le passage
alors c'était pas vraiment un béquet, c'était plutôt mais un apparenté. Enfin, un apparenté, voilà. Et il a refusé de céder le passage parce qu'il estimait que bon, ben non, l'abolition de l'esclavage ayant eu c'est passé déjà depuis 22 ans, parce que Lumina Sufi se situe 22 ans après l'abolition de l'esclavage. Et comme cet homme aura refusé de céder la prééminence donc, à ce béquet, il va se retrouver dans une situation donc, extrêmement injuste. Et finalement, cet événement-là va créer donc cette insurrection du Sud. Ce sera vraiment le fait déclencheur. Voilà. Et est-ce que tu as le sentiment qu'en Martinique, quand tu as commencé à écrire ce roman, est-ce que tu as eu le sentiment que les Martiniquais eux-mêmes savaient véritablement, un, qui était Lumina Sufi, deux, avaient une connaissance précise de l'insurrection du Sud? Alors, qu'il y ait une connaissance de l'insurrection du Sud, oui, des Martiniquais. Qu'on connaisse partiellement, peu ou prou Lumina Sufi, oui. Ce qui me dérange, c'est qu'on ne mesure pas l'impact. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir un fait historique, mais s'il n'a pas d'impact, s'il ne nous inspire pas, s'il ne crée pas chez nous un dynamisme, une dynamique absolument forte pour que nous puissions nous projeter, pour que nous puissions avoir un projet, je vais dire, de société, mais à ce moment-là, il y a une vraie question. Et les élections, pour moi, le résultat des élections, et je n'ai rien à faire que les gens aient voté Le Pen ou pas, c'est ce que ça dit en fait, si vous voulez. La question qui se pose derrière, c'est qu'on voit que lorsqu'on a un vote qui n'est pas un vote d'adhésion, qui est un vote tout simplement de rejet, qui est un vote de rejet extrêmement massif, tellement ferme, pour pouvoir dire en quelque part derrière cela, mais qu'est-ce qu'on fait de nous ? Derrière, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait de nous, où nous en sommes encore aujourd'hui. Et ça, c'est une question qui gangrène totalement notre réflexion, notre engagement, parce qu'on a l'impression encore aujourd'hui qu'on est à la traîne, qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi on est à la traîne et qu'on n'arrive pas à avoir les leviers pour agir là-dessus. Donc, qu'on connaisse cette histoire-là, comme tu disais tout à l'heure, on a des symboles, il y a des noms, mais quel impact que ça a eu pour pouvoir nous-mêmes nous projeter. Imaginons, effectivement, il y a un acte qui est commis, parce que tout simplement un monsieur, ce sieur de Maintenon, Ogier de Maintenon, qui estimait 22 ans après, comment je vais dire, l'abolition de l'esclavage, qu'il ne pouvait pas consentir à être dans un rapport d'égalité avec un noir. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne peut pas le consentir. Il considère tout simplement qu'il est au-dessus et qu'il peut traiter l'autre n'importe comment. Mais ce qu'il y a de douloureux derrière, c'est que ce monsieur Lubin, il va demander, il aurait pu répondre. Il va demander réparation. Il va justement se plaindre à la justice tel que le lui donne le droit. Et le droit le condamne. Et surtout, dans les jurés, on a un certain Cléophas Codé qui se vante de l'avoir fait condamner. Et on sait que ce monsieur voudrait un retour à l'esclavage. Moi, ça m'interroge aujourd'hui sur la société. Qu'est-ce qu'on en a tiré de ça ? Alors justement, sans vouloir t'interrompre, moi, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit 1870-1871, mais j'ai trouvé qu'il y avait un tel écho avec 2022. Mais évidemment. Et je me suis dit, mais finalement, est-ce que justement ces héros, ces héroïnes, est-ce qu'on a compris quel a été le combat qu'ils ou elles ont mené? Alors, je vais lire un petit extrait de Gilbert Pagot, puisqu'il a écrit sur l'insurrection. Mais évidemment. Et il dit, pour spontanée qu'elle fut, cette révolte, qui n'a touché que la partie méridionale de la Martinique, n'était pas dénuée de contenu sociopolitique. L'un de ses chefs, Louis Telga, qui s'était rendu maître du bourg de Rivière-Pilote, exigeait bien sûr la libération de Lubin, tandis qu'un autre, le quimboiseur guérisseur Eugène Lacaille, y ajoutait un mot d'ordre de partage des terres appartenant au béquet et de revalorisation des salaires dans les plantations. Ces revendications ont eu pour effet de souder les ardeurs des ruraux, petits planteurs et ouvriers agricoles, qui fournirent le gros de la troupe des insurgés. Donc on se rend compte que déjà en 1870, les revendications sont déjà celles-là. Quelques années plus tard, il y a ce qui se passe à Chalvet en Martinique. Ce sont encore les mêmes revendications. Exactement. Quelques années plus tard, on arrive à 2009. Donc effectivement, est-ce que tu as le sentiment que la littérature permet, à travers donc notamment ton roman, permettra de pouvoir
comprendre quel est le rôle que ces personnes qui ont réellement existé ont joué. Est-ce que ça a été ton parti pris en écrivant cette histoire? Ça a été non seulement mon parti pris, ça a été le feu qui m'a animée et ça a été totalement la passion qui était la mienne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu cette rencontre avec... J'ai voulu écrire cette histoire. Je connais très bien Gilbert Pagot, il a été mon directeur de recherche. Gilbert Pagot a travaillé sur des événements que j'ai organisés notamment, et je connais effectivement la rigueur scientifique qui est la sienne. Donc voilà, et je connaissais déjà le travail qu'il avait fait sur Lumina Sophie, et je n'ai jamais eu envie d'écrire sur Lumina Sophie. Il y a un élément déclencheur. C'est un livre qui s'appelle, de Christine Chivalon, une chercheuse, qui s'appelle Esclavage du souvenir à la mémoire, et qui dit cette chose suivante, que l'insurrection du Sud est l'équivalent de ce qu'on appelle le printemps arabe. Alors là, ça m'a scié. Je m'excuse auprès de tes spectateurs et tes auditeurs. J'ai été sciée parce que quand on voit l'enjeu du printemps arabe, mais surtout quand on voit comment le printemps arabe a été encensé par toutes les démocraties du monde, comment ça a été encouragé, et on se dit, mais zut, comment se fait-il que le printemps arabe puisse avoir cet écho-là, et que nous, encore une fois, ça reste quelque chose qui est enfermé, ou bien maintenant, qu'est-ce qui se passe? Anecdotique même. Mais oui, mais anecdotique, et puis tu sais, quelque chose qu'il y a aussi, c'est que ça reste quelque chose qui est totalement périmétré, uniquement dans un contexte géographique, tu vois. Lumina Sophie, c'est l'histoire de la Martinique, ce qui s'est passé... L'histoire du Sud. Voilà, l'histoire du Sud, ce qui s'est passé en Guadeloupe, c'était l'histoire, et c'est pour ça que c'est important pour moi de venir en Guadeloupe, parce que nos combats, nos luttes, je veux dire, nous avons des convergences pour parler d'un dynamisme, et ça pose la question du rapport territoire métropole. C'est ça derrière cela. Et quand tu parles effectivement de cette série d'événements, mais lorsqu'on arrive en 2009, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas la même revendication? Lorsque nous avons eu cette crise de la vaccination, mais qui posait des problèmes sociétaux extrêmement importants, n'est-ce pas la même chose qu'en 2009, on nous avait promis la loi égalité réelle et toutes ces choses, mais il n'y a pas les mêmes problèmes d'eau? Il n'y a pas les mêmes problèmes qui demeurent sempiternellement, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a une chape de plomb. Il y a quelque chose qui fait que à un certain moment, ça ne marche pas. Soit il manque un discours, soit il manque un engagement, mais il manque quelque chose qui fait qu'il faut qu'il y ait claque, on décide d'avoir un changement. Et j'utilise la littérature, j'utilise ces histoires pour dire qu'il est temps d'arrêter d'aller se servir des modèles des autres, des héros des autres, et de retourner à notre source, à nos modèles justement, pour pouvoir, encensé par tout cela, enrichi de ces expériences, construire une dialectique, construire un discours sémantique, poser des faits pour rentrer dans une nouvelle dynamique. Cela me semble incroyablement nécessaire. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Encore, on va repartir. Nous ne serons pas là. D'autres vont arriver, vont faire les mêmes choses que nous, mais on va parler des mêmes choses. On a le sentiment qu'effectivement, c'est un cycle. J'avais reçu l'autre jour Ronald Selbonne pour son ouvrage Marie-Galanterie, et je lui disais qu'en regardant, parce que c'est un ouvrage très fouillé, très détaillé sur beaucoup d'événements de Marie-Galante, et j'étais en train de me dire, mais j'avais l'impression qu'on reproduisait à l'infini, comme ce film où on montre une journée qui ne cesse de se répéter. Oui, une journée sans fin, oui. Et je me dis, mais en effet, à quel moment sortons-nous de tout cela? Mais peut-être aussi parce qu'on a tendance à considérer que la littérature ne sert à rien. Parce que peut-être, de même qu'en France hexagonale, dans l'enseignement de la littérature, on enseigne des modèles. On enseigne ce qu'on appelle en littérature des types. Le type Emma Bovary, le type Madame de Merteuil. Il y a des types féminins. Et j'étais en train de me dire, en Guadeloupe, ça commence. Alors, il y a le type Tituba, il y a le type Télumé. Maintenant, il y a le type Lumina. Et je trouve qu'il y a un point de convergence chez ces femmes, c'est qu'elles refusent, peut-être même parfois plus que les personnages masculins, mais j'ai le sentiment qu'elles refusent l'ordre établi. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que justement, elles ont une double souffrance ?
Alors, sans doute parce qu'elles ont une double souffrance et puis sans doute aussi parce que, en fait, moi je pense que souvent l'histoire a tellement été, notre histoire, mais comme celle de toutes les sociétés, écrasée par le poids des hommes qu'on ne les a pas entendues alors qu'elles disaient déjà ces choses-là avant. Je n'ai qu'à regarder Aimé Césaire qui a totalement écrasé, peut-être sans le faire exprès, Suzanne Césaire. Et Suzanne Césaire, mon Dieu, mais quelle scientifique et quelle femme absolument extraordinaire, mais qui a été totalement rasée, écrasée sous le poids de son mari. Ça a toujours été ça. On dit que derrière tout grand homme se cache une femme, ça c'est sûr. J'aime bien le mot se cache. Voilà, c'est ça. Mais il y a, si tu veux, cette prise de parole. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la femme est devenue totem. Elle a cessé d'être potomitan. En quelque part, elle était enfermée dans quelque chose qui l'empêchait de s'exprimer. Aujourd'hui, elle s'exprime. La parole est libre. Elle ose. Elle va sous les débats publics. Elle ose avoir un discours, qu'il soit contradictoire, accepté ou pas. Il y a une nouvelle force qui paraît. Donc, on peut entendre, et en l'entendant elle, on est poussé à l'entendre celle qu'on parlait bien avant elle. Ça, c'est pour moi extrêmement novateur aujourd'hui et extrêmement important. Pour autant, je suis incroyablement, moi, dubitative, en fait, sur l'espérance. C'est très dur ce que je dis. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce changement-là que nous espérons, que nous voulons et que tous les auteurs mettent avec force, je me demande à quel moment je vais le voir arriver. Tu vois ? À quel moment il va être, un, entendu et deux, se réaliser. Oui, exactement. Parce que je l'attends, je l'espère, tu vois, je l'espère. Et je pense qu'il est là, qu'il est en gestation, tu vois. Est-ce qu'on va le voir sortir? Est-ce qu'on va retrouver cette force qui manquait? Est-ce qu'on va retrouver ce leadership qui nous manquait? C'est ça le problème aussi, si tu veux. On a besoin d'espérer à nouveau. On a besoin de croire à nouveau. On a besoin de repartir dans cette dynamique à nouveau. Et en fait, nous sommes sclérosés toujours comme sur le poids de la déception, le poids, en fait, de la désillusion. Parce que c'est de désillusion qu'il s'agit. Et il faut qu'on redonne à nouveau cette force. Et alors, la littérature a son rôle à jouer. La culture, les arts ont leur rôle à jouer. Absolument. Ce que tu fais a son rôle à jouer. C'est pour ça que pour moi c'était important, parce que j'ai vu un peu la naissance, ce risque que tu as pris de mettre des poèmes, de dire les choses, de dire les mots sur, voilà, et puis arriver à cette émission-là, voilà, je trouve que c'est absolument capital qu'on réinjecte justement ces valeurs culturelles, qu'on donne à la culture son rôle de jouer, comment je veux dire, cette force de pouvoir jouer justement son rôle de révolution, parce que toute révolution culturelle a toujours... le mur de Berlin est tombé par une révolution culturelle. D'abord, Mandela, c'était voilà. À Cuba, tout à fait. À Cuba, mais Mandela aussi, le grand concert Free Mandela, et ça va arriver à ce qu'on sait derrière. Il faut qu'on redonne à la culture sa force, il faut qu'on redonne justement cette place à tous les moyens d'expression pour redonner de l'espoir, pour redonner à nouveau des nouveaux horizons et pour que le peuple ait envie de se fédérer et qu'il n'est pas abdiqué, parce que nos populations, quelque part, ont abdiqué. Alors c'est vraiment, ton discours est très fort, et j'espère que les téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices vont être sensibles à cela. Alors, j'ai remarqué que la structure du roman est faite de telle sorte que on commence, en fait, c'est un retour en arrière. Alors pourquoi tu as choisi, ça m'a fait penser à un film, ça va me revenir tout à l'heure, je pensais à un ouvrage de Gabriel Garcia Marquez. Et alors, tu commences un peu par la fin. Pourquoi tu commences comme cela? Parce qu'en fait, il fallait que je redonne la parole à Lumina. Dans l'histoire, qu'on le veuille ou pas, il faut l'admettre, le système a décidé de raser des gens, et c'est bien ça l'impact qu'il faut mesurer. C'était tellement fort, ça a failli faire chanceler les institutions, qu'à un certain moment, il fallait les raser. C'est pour ça qu'ils sont condamnés pour, je ne vais pas dire si peu de choses, mais au bagne, en Guyane. Il y a la notion d'exil, il y a la notion de vouloir totalement effacer. Et il a fallu, dans la démarche que je voulais faire, que Lumina ait sa voix au chapitre. Quelle est cette chance de pouvoir dire, voilà, vous allez vous faire votre idée, mais je vais vous donner ma version des faits. Et
lui faisant poser cet acte fort par cette rencontre totalement imaginaire entre le député et elle qui comme par hasard, qui vient la voir, etc. En créant cela, si vous voulez, c'est comme si en fait je prenais ma revanche dans un monde imaginaire sur l'histoire, sur nos histoires plurielles, nos histoires qui ont été rasées, nos histoires qui ont été déformées, nos histoires qui ont été totalement et volontairement effacée. C'est pour ça qu'en introduction, je dis la parole a été maltraitée, elle a été effacée, mais est-ce qu'il reste des traces? Et c'est ça le travail de l'historien. Le travail de l'historien va à la recherche des fragments de parole pour essayer minutieusement de reconstituer cela. Absolument. Comme un puzzle. Et il fallait que ce soit une Lumina aussi. C'est pour ça que ça commence, parce qu'elle a pris du recul, elle est au soir de sa vie. Elle est au soir de sa vie, tout à fait. Elle sait que c'est fini, qu'elle a mené tout le combat. Et à ce moment-là, vous savez qu'on a à ce moment-là, je pense qu'on a le recul nécessaire. Vous savez, il n'y a plus la passion commence à s'éteindre. Vous voyez, je vais dire le ressentiment. Et on a le sentiment d'avoir accompli. On a accompli ce qu'on avait à accomplir. Oui, elle arrive au bout de sa vie. C'est une femme qui arrive au bout de sa vie, qui n'a plus d'illusions, qui ne s'est plus faite, qui a cette objectivité. Et en fait, c'est pour ça qu'elle, au départ, elle ne veut pas tellement, parce qu'elle ne voit pas l'intérêt, parce qu'elle connaît le système. Et après, elle va se dire... Allez, voici ma chance, je me lance. Après, il appartiendra à l'histoire de me rendre justice ou non. J'accepte ce jeu-là. Et j'ai trouvé, pour moi qui suis historienne et qui suis une passionnée d'histoire, je me dis que c'est au rôle de l'histoire et c'est au rôle au lecteur de pouvoir se faire leur idée, de pouvoir se construire, se forger une opinion. Il faut que quelque chose soit touché. Absolument. Et j'ai vécu le roman comme une rencontre, en fait. Et j'ai voulu que ce soit une expérience de rencontre entre... Lumina, en tout cas ce que j'essaie d'en faire, ce que j'essaie d'en dire, et le lecteur qui va se faire sa propre opinion idée. Et qui aura un peu ses propres chamboulements. C'est intime, c'est personnel. D'accord. Alors, nous sommes déjà arrivés à la première partie de notre émission. Nous allons nous retrouver tout à l'heure. Donc, je rappelle que nous recevons aujourd'hui Chantal Clem pour son roman « Moi, Lumina ». Sophie, à tout à l'heure. Alors nous retrouvons Chantal Clem pour son roman passionnant, Moi, Lumina Sophie. Donc on était en train de parler effectivement de cette structure qui commence par donner, on retrouve Lumina à la fin, au soir de son existence, et finalement elle va remonter toute l'histoire et raconter comment les choses se sont passées. Alors, à travers ce roman, je trouve que c'est la société martiniquaise de l'époque que tu retraces. Donc je rappelle, on est 22 ans après l'abolition de l'esclavage. Et j'ai l'impression que la condition des nouveaux libres n'a guère évolué. Donc je vais lire un passage à la page 45. Alors, oui, la déception, nous la connaissions, et l'espoir brisé sur les rochers des désillusions, nous en avions goûté l'amertume. Quelles furent longues ces 22 années de désenchantement, de vœux détruits et de rêves déçus depuis l'abolition de l'esclavage. Nous étions libres en théorie seulement, car en réalité, notre ancien statut d'esclave avait tout bonnement évolué en celui de travailleurs forcés, attachés non plus à un maître, mais à un patron. Nous étions retenus prisonniers par cet arrêté insidieux sur la police du travail, promulgué en 1855 par l'ancien gouverneur de la Martinique, le contre-amiral Louis-Henri de Guédon. Donc, quand j'ai lu ce passage, je me dis, j'ai essayé de m'imaginer à la place de ces gens, parce que Lumina Sophie, elle naît libre. Oui, totalement. Elle ne naît pas esclave, sa mère l'était, mais elle naît libre. Et finalement, ils se rendent compte que tout ce qui avait été annoncé, finalement... Mais c'est ce dont nous parlons, et c'est tellement actuel. C'est cette désillusion, en fait, dont nous, en tant que... Je ne parle pas de communauté entière, parce que je n'aime pas du tout ce terme, mais en tant que territoire issu des Outre-mer, nous n'arrêtons pas de subir. Nous y allons à chaque fois, et à chaque événement. Et je vous disais que elle ne dit rien pour nous aujourd'hui, quand on regarde. Mais en même temps, moi, ce qui me plaît dans son discours et dans ce qu'elle a, c'est cette modernité, en fait. Et ça doit nous poser la question de la maturité de notre conscience collective, si vous voulez.
Est-ce qu'on va passer notre temps à subir? Et quels sont les leviers sur lesquels nous allons agir pour pouvoir changer, rendre les choses, je vais dire, totalement différentes? Mais en tout cas, que l'espoir, que cette aspiration, je veux dire, cet espoir, cet horizon, en fait, puisse à nouveau s'ouvrir. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'a intéressée qu'elle raconte cela avec beaucoup de recul. Parce que ça doit nous amener aussi à regarder en arrière et se dire, mais tiens, quel est le chemin parcouru et quel bilan pouvons-nous faire aujourd'hui? Je vais prendre un exemple qui est très simple. La place des Outre-mer dans les médias. Oui, je vais prendre un autre exemple encore, mais c'est un qui m'a totalement énervée. Du coup, j'ai dû couper mes cheveux. Et ça, franchement, j'étais énervée. On a fait un concept de concert qui s'appelle Tous en Martinique. C'est un concert, grande diffusion, France 2, etc. Et c'est très bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans Tous en Martinique? Vous avez les clichés du gars qui chante avec la chemise à petits carreaux, petits points. Vous n'avez pas un animateur issu des Outre-mer. Il a fallu les faire venir avec combien d'argent pour pouvoir se déplacer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va vous dire que lorsque vous passez ça sur un 21h50, je peux vous dire, parce que moi, j'ai été créatrice de programme, on a créé du programme, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, là, je vais faire un documentaire sur les figures de femmes totem. On va travailler, je serais contente, hein. C'est une sollicitation. Vous savez à quelle heure ça passe? 23h45. Oui, effectivement. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours, voici la place des Outre-mer, c'est-à-dire que c'est météo, soit pour parler de la question des Noirs, etc., bien sûr que ce sont de bons documentaires, bien sûr on passe de la musique, si on passe quelque chose, c'est à des heures où les gens vont commencer à bâiller et les gens vont commencer à dormir. Ça, c'est sur l'espace, je parle de France Télévisions et je ne parle même pas des chaînes privées, c'est pas la peine. Vous voyez, ça pose question, ça pose sujet. Pour moi, il y a quelque chose qui doit interroger. Comment faire plus? Comment agir là-dessus? Je suis d'accord. Autre sujet, les violences faites aux femmes. C'est quelque chose qui nous touche toutes. Dans la France, moi je parle de la France, quand je parle de la France, je mets tout le monde. Je ne dis pas oui, il y a la France des Outre-mer puis il y a la France métropolitaine. Ce qui est pour moi déjà est un problème de dire qu'il y a la France des Outre-mer puis la France métropolitaine, ça m'agace particulièrement. Parce que c'est un contresens. C'est un contresens par rapport à la cohésion. C'est un contresens par rapport au pacte républicain. C'est un contresens par rapport aux défis. Et ça crée en quelque part une forme comment je veux dire, ça crée une forme de discrimination en quelque part qui est à peine déguisée. Mais lorsque nous avons fait les violences faites aux femmes, j'ai dû m'attaquer à Marlène Schiappa et je m'attaquais pas à elle personnellement. J'attaquais à la fonction parce qu'il n'est pas normal qu'une secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, en sachant que, bon, c'est une cause quinquennale qui a été reconduite, et fait un tour de France de l'égalité et que ce tour de France ne soit jamais passé par les Outre-mer. Vous voyez ce que je veux dire? Ou bien on va parler de la Guadeloupe, de la Martinique parce qu'il y a un mauvais temps, parce qu'il y a des images pour parler de feu, etc. Vous voyez, cette image de carte postale, de clichés dans lesquels nous sommes enfermés et à un certain moment, il faut décider de dire autre chose. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi écrire un récit. Parce que nous avons une belle histoire. Il n'y a pas que le soleil, la mer et des paysages magnifiques. Parce que nous sommes des personnes douées de tant d'intelligence, de tant de talent qui méritent d'être mises en valeur au même titre qu'eux. Je ne m'oppose pas et je ne dis pas qu'il faut plus ou moins. Je veux de l'égalité, comme Lumina voulait de l'égalité. Je veux de l'équité, comme Solitude préférait aller mourir que de ne pas avoir ces équités. Et permettez-moi de terminer là-dessus. Il est quelque chose d'absolument, pour moi, outrageant. C'est lorsque nous parlons de nos icônes, de nos héroïnes, qui promeuvent quand même des idées, excusez-moi du peu, des lumières. Absolument. Et qu'on nous dise, ah ben oui, mais c'est parce que ce sont des gens qui... Non, ce ne sont pas des gens seulement qui ont lutté contre une période sombre. Ce sont des gens qui ont porté les mêmes valeurs qu'une Jeanne d'Arc, les mêmes valeurs qu'une Louise Michel, les mêmes valeurs que toutes les icônes qui sont panthéonisées. Donc, nos icônes, elles aussi, parce qu'elles ont porté ces valeurs-là, et pas parce qu'elles ont porté ces valeurs-là contre un système colonial, raciste à l'époque français, ça ne veut pas dire que tout le monde l'est, je fais la distinction, voilà, c'est en ce sens qu'elles doivent être des icônes et des symboles, c'est-à-dire que ce sont pas uniquement guadeloupéennes, je termine, ou martiniquaises, oui, mais nationales, de par les valeurs nationale, universelle qu'elle porte. Surtout universelle, parce qu'effectivement, on se rend compte dans ce roman, donc tu donnes la parole à cette femme ouvrière agricole, marchande, couturière, mais qui effectivement porte des valeurs de respect,
respect de sa condition d'individu, respect donc de la justice. Tu parles beaucoup de la condition des femmes dans ce roman, au-delà de la maltraitance qu'a subie donc Lumina Sophie quand elle arrive au bagne, mais tu montres justement comment, même entre femmes, il y avait, alors qu'elles se retrouvent toutes au bagne, donc je veux dire, elles sont toutes des proscrites en fait, mais même arrivées au bagne, on se rend compte que Lumina raconte comment le fait d'être noire faisait qu'elles étaient encore moins bien traitées que celles qui étaient au bagne avec elle, mais qui n'avaient pas la même couleur. Pourquoi tu as voulu souligner cette différence de traitement que l'on retrouve alors que ce sont toutes des femmes qui sont proscrites par la société française? Parce que de un, elles existent, tristement. De deux, elles existent tristement. Et de trois, elles existent tristement. Et malheureusement, de quatre, ce sont des choses encore qu'on retrouve aujourd'hui. Un fait historique, hein, l'État français savait qu'il ne fallait plus envoyer de prisonniers au bagne parce que les conditions étaient trop difficiles. Étaient inhumaines. Étaient inhumaines, exactement. Et d'ailleurs, quand j'interviens, je fais intervenir ce fameux député que j'imagine et qui vient, en fait, ça part du fait qu'il y a eu une enquête. Et c'est Albert Londres, le grand journaliste et tout, Absolument. qui ira voir ce qui se passe et qui va dénoncer cela. Et on va mettre fin, d'ailleurs, ça va arriver au fait que c'est fini, il n'y a plus de bagne. On sait, mais figure-toi que la loi s'appliquait pour tous ceux qui partaient de métropole et qui allaient au bagne. Du coup, ils étaient exilés, je crois, c'était en Nouvelle-Calédonie. Mais du coup, sauf, j'aime bien le mot, sauf pour ceux qui venaient des colonies. Voyez? Donc toujours déjà cette exception, une cette exception douloureuse, parce que c'est toujours une exception douloureuse en Exactement. Et nous retrouvons dans des textes historiques, des traces, d'écrits, hein, où on disait justement qu'il fallait peut-être moins se nourrir les Noirs parce qu'ils étaient de conditions beaucoup plus résistantes. Ils étaient beaucoup plus travailleurs, il fallait en demander plus parce qu'ils étaient travailleurs, parce que, vous voyez, les clichés, les représentations qui vont perdurer de génération en génération. Il y a quelque chose de tout à fait anecdotique hein, qu'il y a eu un jour dans un truc de football où un entraîneur disait qu'il fallait avoir plus de footballeurs africains parce qu'ils avaient beaucoup plus de résistance, etc. Vous voyez, il y a une question, de représentation d'imaginaire collectif qui se perpétue au fur et à mesure où il faudrait que les Noirs soient dévoués sous tel type de truc, telle chose. Et d'ailleurs, moi, on n'est pas mon métier, à totalement bien montrer cela. J'ai toujours un rôle de prostituée, toujours un rôle de servante, toujours un rôle de bonne, toujours un rôle comme ça. Et lorsque vous allez dans une administration, vous verrez que des hauts fonctionnaires ou des gens qui sont à la tête des administrations, mais il n'y en a pas beaucoup de Noirs. Mais par contre, les secrétaires, merci, vous en avez à pléthore. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une sorte de reproduction, en fait, qui se fait à l'infini d'un système et dont il faut absolument sortir, dont notre génération a besoin de sortir et dont les événements justement qu'ils soient ces événements des crises sociales, que ces événements-là soient des événements de violence qu'il y a, montrent quoi? Que nous sommes dans un temps où nous avons une génération qui étouffe, qui suffoque, de ne plus se retrouver dans le discours politique qu'on lui propose et qui ne voit plus d'espérance et qui n'est pas considéré. Donc nous sommes dans quelque chose qui devient extrêmement complexe et auquel il est urgent d'apporter des solutions, des réponses et de proposer de nouveaux discours. Alors, on va poursuivre cet entretien. Je trouve, moi, ce qui m'a un peu surprise, et d'ailleurs, je te l'ai dit quand on a préparé cet entretien, je rappelle qu'effectivement, Lumina, elle est marchande, elle est couturière, elle est ouvrière agricole. Mais, pardon, tu fais parler cette dame de manière incroyable. Donc, je vais lire un passage à la page 62. Elle dit à un certain moment « Et je réservais mon français pour le président du tribunal. Un peu avant. » Plutôt page 73, donc quand elle va s'adresser, je crois, au ministère du gouvernement. Quand elle s'adresse au président du tribunal, excusez du peu, hein. Non, monsieur le président, je ne l'ai point vu. J'observe tout simplement qu'en ce bas monde, ces généreuses grâces se déversent sur les uns, c'est-à-dire les blancs, plus que sur les autres. Pour autant,
Faut-il introduire la religion dans ce débat pour prétexter une soi-disant transcendance des races? Je me dis, et elle continue, « Pardonnez-moi ce fou rire, Monsieur le Président, animé par le désir d'éliminer la race blanche. Vous pensez que c'est cela qui nous motivait? Vous croyez-vous tellement supérieur pour qu'on puisse vous en vouloir? Pensez-vous que ce soit votre couleur de peau le problème? Il nous importe peu que vous soyez crème, café ou café crème. Pour ma part, je bois mon café très noir et sans sucre. » Alors, je trouve que, et c'est ce que j'ai aimé avec le personnage, la manière dont tu fais parler ton personnage, cette ironie, cette force. Et ça me fait penser donc à ce que je disais en préambule quand je parlais de la drive. En fait, Lumina, elle drive dans la mesure où elle sort de sa condition. Exactement. Elle ne reste pas à sa place. Oui. Elle ne reste pas dans le carcan qui lui a été défini. 1, en tant que femme. 2, en tant que femme noire. Et 3, en tant qu'ouvrière agricole faisant ce qu'on appelle les petits boulots, en fait. Elle va dériver et elle va oser. Donc, pourquoi avoir fait ce choix de lui donner cette capacité à s'exprimer dans une langue, on va dire, de Molière très élaborée? Parce qu'il fallait qu'elle parle au nom de nous toutes. Il fallait qu'elle expose, qu'elle nous expose. Il fallait qu'on soit fiers. C'est-à-dire que lorsque je veux qu'un jour, des femmes, et c'est mon ambition, il faut me pardonner, puissent se référer à Lumina, qu'elles aient ce sentiment de fierté, qu'elles aient ce sentiment d'appartenance, qu'elle leur inspire quelque chose. Donc il fallait qu'elle parle au nom de nous toutes, il fallait qu'elle soit nous toutes. Et puis aussi, il fallait qu'elle soit cette conscience qui a mûri. C'est pour ça que, pour retourner à la question que tu me posais, elle commence en arrière, elle a mûri, elle a grandi, elle est capable de parler, elle est capable d'affronter. C'est notre histoire qui est capable de faire face. C'est notre histoire qui est capable justement de sortir, comme dirait Maya Angelou, des cabanes de l'histoire. Nous sommes fiers. J'aime beaucoup ce poème phénoménal, Rouman. Voilà, on est tellement fiers. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous nous élevons. Nous nous élevons parce que nous sommes le cadeau et l'espérance de nos ancêtres. Et je crois en cela. Pour moi, je me réclame de cela par rapport à cette histoire, mais par rapport à Solitude, par rapport à Lumina, par rapport à tous ceux qui ont mené ces combats-là à l'époque avant nous et qui permettent que nous pouvons mener ce combat-là, que nous arrivons avec cette maturité. Donc, évidemment, je mets un français volontairement soutenu, énormément réparti, parce que là, c'est pas Lumina, c'est la conscience collective de nos territoires qui s'est affranchie. Un peu comme fait Voltaire quand il fait parler l'esclave dans le chapitre 19 de Candide, où on a ce fameux argumentaire où l'esclave qui dit c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Donc effectivement, j'ai retrouvé ce même processus de pouvoir effectivement faire une héroïne qui est un porte-drapeau en fait quelque Exactement. part. Et en fait, mais aussi le paradoxe, ou ce n'est pas un paradoxe puisque c'est une Martiniquaise, le créole est très présent. Très présent. Le créole est systématiquement présent, même dans le phrasé, parce que même quand elle s'exprime correctement en français, on retrouve quand même quelque part cette part d'oralité du créole. Exactement. Donc tu as voulu, je suppose, en la faisant parler créole avec toutes ces expressions, l'ancrer dans son territoire. Exactement. Il ne fallait pas qu'elle se renie, en fait. On a trop tendance aujourd'hui, et j'observe un peu l'évolution de la musique. Tu vois, tu as un phénomène Kassav, Malavoie, des grands groupes, tu vois, les Léopards, etc. Et puis tu as l'impression qu'à ce moment, ça s'est dilué parce que c'était devenu tellement commercial que, en fait, la culture, l'identité même a disparu. Alors la musicalité, ce qu'il faisait, ça a disparu au fait que, tu vois, tu vas sur un ordinateur, tu composes de la musique, etc. Et comme maintenant, nous sommes dans l'ère du narcissisme aigu, c'est-à-dire je suis liké, donc j'existe. Avant, c'était je suis, donc j'existe. Maintenant, je suis liké, donc j'existe. Voilà, nous sommes dans une espèce... Et les gens ne se rendent pas compte comment on est manipulé. Parce que ce que ça veut dire, le selfie. Le selfie, c'est-à-dire myself, me and myself, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ce narcissisme dans lequel on nous entraîne pour nous berner d'illusions, si tu veux, pour nous déposséder en quelque part de ressources propres, de ressources importantes. Et en fait, c'est ça. On a eu un flottement, tu vois, on a une sorte de dilution parce que il fallait absolument que ça fasse un hit et dès que ça fait quelque chose et que ça marche, alors du coup, on est les rois du monde. Mais du coup, la culture, du coup, c'est totalement perdu. Alors le zouk
tel l'a inventé Cassave, ces musicalités qui faisaient quelque chose qui donnait une marque propre. Et mais c'est un truc commercial parce que tu vas retrouver un peu partout des chanteurs blancs, etc. Mais j'ai pas de problème avec ça, qui recommence, etc. Parce que ça devient un truc et du coup, poup, ça a perdu son identité, tu vois, c'est comme de l'éther. C'est dommage. Et c'est là aussi. Donc j'ai constaté que ça, ben, on l'a perdu. Il y a une génération, tu vois, qui n'a pas su et qui s'est totalement diluée. Et il faut qu'on reparte là-dessus. Et le boulevard est grand. On croit que c'est étroit. C'est tellement grand. Ça nous mais il faut. Mais oui, mais il faut à nouveau l'espérance. Il faut à nouveau le discours. Il faut à nouveau, tu vois, le truc qui va faire boum et ça va repartir. Et là, je peux t'assurer, Laure, que je crois qu'on peut enflammer le monde. On n'appartient plus à cet espace qui est réduit, dans lequel on nous a confinés. Ça n'existe plus. L'espace a changé. La notion d'espace. On est en train de faire de la drive. Exactement. Exactement. Cette drive dont tu parlais. Tu fais parler Lumina à la première personne du singulier. Oui. Est-ce que c'était pour créer une proximité, une complicité avec la lectrice, le lecteur ? Oui, je voulais que, comme je te disais, qu'il y ait une rencontre en fait. Je voulais que ce soit Lumina qui se raconte. Et là-dessus, j'ai beaucoup de femmes qui sont venues se confier à moi par rapport à leur détresse, par rapport à ce qu'elles vivaient. J'ai accompagné pas mal de femmes par rapport à un cheminement pour sortir d'un processus de violence où tu as été rabaissé, où justement où ton self a été totalement malmené, écrasé. Voilà, il faut recommencer. Tu repars, hein, c'est comme une maison qu'on a totalement détruite. Tu te retrouves avec des miettes à peu près partout, des bouts de trucs. Il faut recommencer pierre par pierre à construire ça. Et je pense que c'est la proximité, la confiance qui fait que Lumina, elle se livre en fait. Et ça se voit dans le rapport. Elle a un rapport qui est extrêmement distancié avec ce monsieur. Absolument. D'ailleurs, qu'elle se plaît à moquer un peu. Oui, elle est très ironique. Elle le maltraite quelque peu. Et puis à la fin, il y a une espèce de proximité au fur et à mesure de l'histoire qui s'est liée entre les deux. Parce qu'il devient, en quelque part, il devient quelqu'un à qui va devenir le moyen pour qu'elle puisse parler. Et à la fin, on a l'impression qu'il est son confident, qu'il est le dernier, comme l'espoir. Bienveillant. Voilà, très bienveillant. C'est ça en fait, c'est comme si en fait, au travers de ce monsieur, il y a cette rencontre avec le lecteur, il lui dire, tu vois, je vais m'ouvrir à toi, je vais te dire ce que je n'ai pas raconté, je vais me livrer à toi. Exactement. Pas pu entendre. Donc il y a cette espèce de confiance, j'ai envie de prendre au piège le lecteur en disant ça avec beaucoup de sympathie, où on entre dans l'histoire et finalement on a envie d'en savoir plus parce que en fait on a envie de se rapprocher, on a envie de se sentir proche d'elle jusqu'à ce que finalement à la fin son histoire en quelque part devienne partie en quelque part de notre histoire. Et c'était un peu le coup que j'ai voulu faire. Moi c'est le sentiment que j'ai eu. J'ai eu le sentiment dès le début des premières pages qu'elle nous prenait par la main. Exactement. Et qu'elle nous disait venez. Exactement. Écoutez. Oui. Et le conte est présent aussi puisqu'on voit à un certain moment que sa grand-mère elle parle de sa grand-mère qui lui racontait des contes. Alors là aussi, j'ai vu que c'est quelque chose qui est présent, qu'on retrouve généralement dans les romans antillais, souvent écrits donc par des femmes. On trouve toujours cette transmission de la grand-mère. Donc là, on le voit quand sa grand-mère lui raconte un petit peu l'époque qu'elle n'a pas connue, elle, Lumina. On retrouve ça dans Pluie et vent sur Télumé Miracle, quand effectivement Toussine, reine sans nom, comme on l'appelle aussi, raconte à Télumé un petit peu cette période. Pourquoi c'est important pour toi la transmission ? Mais la transmission est capitale, parce que nous avons tous une filiation. Tu vois ce que je veux dire? La famille Tarrer, Georges Tarrer, Laure Tarrer. Il y a quelque chose, il y a une trace. Tu veux faire un reportage, tu veux faire un documentaire, tu vas chercher des piliers de fondatrices. On te dit, ah non, mais il faut aller chercher Georges Tarrer. Mais qui peut raconter Georges Tarrer? Nous sommes dans une tradition de l'oralité, nous sommes dans une culture de l'oralité où la transmission s'est faite par lâchement. L'écrit est arrivé tardivement. Et c'est important. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas d'histoire sans mémoire, mais il n'y a pas d'histoire sans filiation, sans enracinement. Donc la transmission est incroyablement essentielle. Si on ne peut pas raconter ces histoires, on ne peut pas se raconter, on ne peut pas se mouvoir en tant que communauté s'il n'y a pas cette transmission-là. Sinon, d'où venons-nous et où là allons-nous? Notre discours est vain, il est vide, c'est des reins qui sonnent en fait. Donc cette transmission-là est extrêmement importante et pourtant elle s'oppose à sa grand-mère, hein. Elle n'est pas forcément d'accord. Surtout elle a une opposition de style, l'une qui a totalement vécu cette histoire de la religion, etc. Elle qui s'y oppose pour d'autres raisons, etc. Donc il y a totalement tout le respect qu'elle a pour elle aussi, tout cet amour qu'elle a pour elle. D'ailleurs elle parle plus de sa grand-mère que de sa propre maman. Tout à fait. Donc voilà, il y a un lien très très fort qui les unit. Elle commence par elle d'ailleurs et elle finit
définie par elle, mais en fait, pourquoi? Parce qu'il y a aussi un passage d'une femme qui est esclave, qui a vécu la condition d'esclave, qui sait ce que c'est, et puis ce passage avec cette femme, justement, juste une génération qu'il y a, qui est libre, et qui est libre, et pour pouvoir mener le combat qu'elle mène, pour pouvoir décider de rester libre, il faut qu'elle sache ce que sa grand-mère a été. Absolument. Pour ne pas l'être. Exact, pour ne pas avoir à recommencer. Exactement. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc dans ce roman, donc ton personnage principal, c'est donc Lumina, qui est à la fois une héroïne, hein, donc je vais avec tout ce que cela comporte d'une héroïne. Permettez que je vous le dise, Monsieur le Président. Et croyez-moi, mon propos est empreint de respect et l'insolence que vous percevez de mes mots ne sont que la force de leur vérité. Un peu plus loin, elle dit « Si vous me l'autorisez encore, Monsieur le Président, l'ensemble de cette mascarade n'a pour but que de réaffirmer la toute-puissance de l'ordre colonial. Vous vantez ces valeurs en soulignant à gros traits ces vertus civilisatrices et lumineuses par opposition aux actes que vous nous accusez d'avoir commis. » Et elle continue, vous qualifiez nos actions plus seulement comme atteinte à l'ordre public, mais d'atteinte à votre notion d'humanité. C'est cela, très malicieusement, le face-à-face que vous faites. Vous, les Blancs, ayant une mission divine de civilisation, nous, les Noirs, les nègres, devant être civilisés. N'est-il pas vrai? Donc, on voit cette femme qui ose, comme on dit en créole martiniquais, il lui a dit, oui. D'accord, elle est... Et un peu plus loin, à la suite d'ailleurs, page 82, j'étais prête à tout. Revenir sur mes déclarations, m'excuser publiquement, me convertir, offrir sacrifices et oblations jusqu'à devenir bonne sœur pour ne pas partir. Alors moi, ça m'a interpellée. Oui. D'un côté, cette femme force qui ose s'affirmer, parce que quand même, en s'adressant comme ça au président du tribunal, elle s'adresse à la France, parce qu'il représente la France. Exactement. Et d'un autre côté, on la voit... Alors, pourquoi ces oppositions? Parce qu'il ne faut pas avoir peur de sa fragilité. Voilà. Nous avons souvent tendance... alors là, vraiment, tu m'entraînes de quelque chose. La fragilité n'est pas un défaut, il n'est pas une faiblesse. Nous avons nos forces, nous avons ces moments où, effectivement, nous pouvons soulever les montagnes et nous les portons et tant mieux. Et puis nous avons aussi ces moments de doute. Nous avons ces moments aussi où nous sommes fébriles et nous avons notre droit à la fragilité. Donc tu la montres pleinement humaine. Oui, elle est humaine. C'est une femme qui est devenue une héroïne. Elle a construit cela au fur et à mesure en faisant des choix, mais elle était aussi confrontée à la peur. Elle était confrontée à un certain moment à la folie. À un certain moment, il y a une scène que moi je raconte, que j'ai pris plaisir à raconter, où elle parle au mur. Absolument. On a une discussion absolument incroyable avec les murs. Exact. Et où elle est en train d'imaginer dans ses rêves que son mari vient la visiter, qu'ils sont dans un truc. Donc elle passe par tous les états en fait. Mais c'est le chemin de la vie. Nous avons des expériences qui vont nous rendre forts. Nous avons des expériences qui vont nous rendre beaucoup plus fragiles. On aura besoin de temps pour guérir. On aura besoin de temps pour faire un cheminement. Et sa vie est un cheminement. Je reviens encore à la réponse, Laure. Pourquoi elle commence au soir de ta vie? Parce qu'elle a cheminé. Elle est passée de force en faiblesse, de faiblesse en force, de force en faiblesse, jusqu'au moment où elle se retrouve, elle, à la fin, elle est prête. Elle n'affronte pas la mort en se disant, mon Dieu, je suis surprise. Elle affronte la mort parce qu'elle s'est préparée toute sa vie à partir du moment où elle a su que c'était fini à cela. Mais qu'a-t-elle appris? Elle a appris à devenir forte. Elle a appris à s'adapter. Elle a appris à faire des choix. Elle a appris aussi, elle a pleuré sur les choses qu'elle a regrettées. Elle a regardé le passé. Elle s'est dit, mon Dieu, mais est-ce que ça valait la peine? Il faut imaginer une femme qui va se retrouver exilée de tout, exilée de dessin. Une dérive contrainte. Exactement. Mariée de force, obligée de vivre des choses, violée, mais multi-violée, obligée... Elle le remet bien quand même. Oui. Obligée de vivre des choses. Elle n'est jamais victime. Elle n'est jamais victime. Et elle va faire des choix. Et ce sont ces épreuves-là qui vont lui apprendre à faire des choix. Alors oui, il faut qu'elle soit faible. Parce que sinon, elle sera
inatteignable pour nous. Si on doit avoir une icône où on se dit c'est trop grand, moi je peux pas faire ça, eh bien à ce moment-là, on ne pourra pas s'identifier. Et ça nous arrive, toi et moi, alors on va faire des choses extraordinaires et puis c'est génial et puis on va avoir nos moments où ce sera de la fragilité, ce sera de la faiblesse, ce sera des choses et c'est pas une fatalité que cette fragilité, en tout cas moi, mes fragilités ont été pour moi source de vie, source d'expérience, source de renouvellement et je me suis reconstruite, voilà, j'ai appris aux choses qui m'ont fragilisée, je les ai dit merci parce que ça m'a poussée en fait, mais à aller voir certaines choses, à aller travailler certaines choses, me remettre en question pour mieux repartir et j'en suis heureuse parce que j'en suis sortie grandie. Donc je pense aussi que derrière il y avait ce message-là aux femmes. Absolument. On est fortes, mesdames, on a ce parcours de vie, mais n'ayons pas honte de nos fragilités, de nos faiblesses, de nos doutes. Tout ça, ça nous transfigure. Absolument. Nous te remercions énormément, Chantal. Nous sommes arrivés à la fin donc, de cet entretien, mais tout à l'heure dans la conclusion, parce que je me rends compte que j'avais encore des questions comme d'habitude, mais nous arrivons donc à la fin de cet entretien. Je rappelle, je vous le remets à la caméra, moi, Lumina Sophie de Chantal Clem, préfacé par Raphaël Confiant. Ce roman m'a bouleversée. Merci. Parce que c'est vrai que c'est à la fois une héroïne avec tout ce que l'on accorde comme qualificatif aux héroïnes, mais ça reste avant tout une femme, un être humain tout simplement. Exactement. Donc nous allons poursuivre avec les rubriques que vous commencez à connaître. Donc nous allons attaquer la rubrique quelques lectures à vous conseiller. À tout à l'heure. Donc, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, notre rubrique « Quelques lectures à vous conseiller », nous entrons en vacances, enfin en tout cas pour beaucoup. Je vais commencer par un livre de Tania Lucéa, qu'elle a écrit et qu'elle a publié en auto-édition, « Les femmes de nos vies ». Il s'agit donc de l'histoire de femmes vraies qui évoluent autour de l'autrice et elle raconte leur parcours, mais à travers sa propre perception. Aux éditions Negmaron, pour les enfants, Conte à Timoun Lakou de Marie Louison. Conte à Timoun Lakou, c'est la rencontre merveilleuse avec l'univers du conte. Cet ouvrage, qui regroupe 3 contes créoles avec traduction française, relate l'histoire de 4 personnages qui font partie de notre quotidien, Manzébrélé, Léno, Chouquette et Ticha. Aux éditions Jazor maintenant. 22 juin 1962, Déhay, Guadeloupe, autopsie d'un crash aérien. Un ouvrage contributif et collectif sous la direction de Ronald Selbonne. 22 juin 1962, le Boeing d'Air France, château de Chantilly, le vol à F-117, s'écrase au petit matin sur les hauteurs de Caféière dans la commune de Déhay en Guadeloupe. 113 victimes, 103 passagers dont 10 membres de l'équipage. Aucun survivant. Accident, attentat, crime d'État, action de barbouze incontrôlée, crime de service secret français, décision radicale du général de Gaulle d'empêcher la propagation d'idées autonomistes, un crime parfait, accumulation de coïncidences, tragédie ou malchance. Ouvrons les archives, voilà les pièces à conviction. Aux éditions Nestor maintenant. De Raymond Procès, un roman, Extermination. Les humains sont presque totalement exterminés par une arme étrange venue de l'espace. Seuls quelques individus ont survécu à cette attaque imprévue et ils sont enlevés par des vaisseaux extraterrestres. Durant les années, la nature, sans les hommes, reprend ses droits sur l'ensemble de la Terre jusqu'au jour où apparaît un immense vaisseau extraterrestre. À son bord, des militaires aguerris qui veulent coloniser la planète Terre. Ça, je pense que pour les vacances, ça peut être très sympa. Et enfin, aux éditions Une Voix, Une Histoire, je rappelle que les éditions Une Voix, Une Histoire sont des éditions qui mettent en voix notre littérature. C'est très important. Aujourd'hui, plus d'excuses pour dire je n'arrive plus à tenir un livre, c'est fatigant. Vous mettez vos écouteurs et vous écoutez les histoires écrites par nos auteurs antillais. Mais pas qu'antillais.
nos auteurs aussi du continent africain. Alors aujourd'hui, je choisis de vous parler donc de Tibougla et le Jardin des rêves de Nicole Cage, lu par Nicole Cage et écrit par Nicole Cage. Avec Tibougla et le Jardin des rêves, elle nous offre un petit conte écologique plein de fraîcheur et d'espoir. À Campo Villa, le soleil ne se lève plus, ou plutôt ne parvient plus à percer l'épais manteau d'ombre qui plane au-dessus du village. Un soir, une grande dame dévoile à l'enfant le moyen de faire revenir la lumière dans le ciel et dans le cœur des villageois. Tibougla et les anciens parviendront-ils à accomplir la délicate mission qui leur a été confiée ? Voilà, nous allons nous arrêter là pour cette rubrique. J'espère effectivement que vous trouverez de quoi meubler vos vacances. Je rappelle, la littérature est un pont entre les humains. La littérature nous permet de rencontrer l'autre. C'est capital. Nous allons maintenant passer à la minute de la lectrice ou du lecteur, aussi rubrique que vous avez pu connaître au travers de ces 18 émissions précédentes. Aujourd'hui, nous allons donc écouter Nathalie Neuilly qui va nous parler d'un recueil écrit par George Cox. À tout à l'heure. Bonsoir, je suis Nathalie Neuilly et le week-end dernier, j'ai participé à l'événement Fête à Livres en Bas-Bois qui s'est tenu à Petit Canal. Et je suis revenue avec sous le bras un recueil de poésie et également de citations de George Cox qui s'intitule Élémentaire. George Cox est dramaturge, romancier et dans Élémentaire, eh bien, il parle à la fois d'humanité, de nature et également de notre relation avec le monde qui nous entoure. Et cela m'a incité notamment à accroché sur une poésie qui s'intitule « La famille ». La famille, selon George Cox, est celle-ci. La ceinture de la chasteté ne s'attache plus aux ventres obèses de fornication et d'adultère, sous la pression de la verge qui frétille à chaque minette qui passe. Le ciment ne tient plus. La maison s'effondre. La société reflète ces ombres sales et crasseuses dans lesquelles se couchent de petits avortons qui se révéleront plus tard être les grands renégats de la nation. George Cox évoque une réalité guadeloupéenne concernant la famille. Que veut-il dire? Vous seul, eh bien, pourrez ressentir ce que veut réellement dire et penser George Cox. Quant à moi, j'ai beaucoup d'espoir concernant la jeunesse. Pourquoi? La famille est ce socle sur lequel la jeunesse peut s'appuyer pour se ressourcer, pour se protéger. La famille est ce lieu où chacun et chacune apporte le meilleur de ce qu'il a, de ce qu'il est, de ce qu'il sait faire. Et je pense que George Cox, également dans ce registre, a cet espoir. Et cela se traduit par une citation qui est la suivante. Si nous sommes capables du pire, nous sommes aussi capables du meilleur. Tout est question de sens. Et je compléterai en disant, tout est question de sens donné à notre existence. Eh bien, je vous invite, vous aussi, à découvrir des thématiques, les différentes thématiques abordées par George Cox dans Élémentaire. Élémentaire, mon cher George Cox. Après avoir écouté donc Nathalie Neuilly vous parler de ce recueil poétique écrit par George Cox, nous passons maintenant à une autre rubrique que vous attendez, que vous avez suivie, puisque j'ai reçu pas mal de mails et Corinne Dossa aussi. Conseil d'écriture donc par Corinne Dossa, capsule numéro 11. Je rappelle que depuis le début de cette aventure, vous suivez les conseils de Corinne qui vous dit, pour ceux qui ont décidé de se lancer dans l'activité d'écriture, elle vous conseille sur des choses à faire ou à éviter. Donc voilà, pour cette capsule numéro 11, écoutons le conseil qu'elle a à nous donner.
Capsule numéro 11. Je vous en avais annoncé le titre. Le diable qui sort de sa machine. D'ici 3 minutes, vous comprendrez pourquoi. Nous parlons ici de roman. Donc, de raconter une histoire avec en son cœur des intrigues à dénouer, des sentiments à fouiller, des émotions à libérer. Il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de hasard dans votre histoire. Tout doit être balisé. Ou alors, s'il existe un hasard, le lecteur sait que c'est l'auteur qui l'a décidé. C'est un procédé narratif très courant qui nuit à votre histoire par manque d'imagination. On fait intervenir un élément extérieur au bon moment pour sauver notre protagoniste. Mais le lecteur n'est pas dupe. Si par exemple votre récit nous parle d'une histoire d'amour dans laquelle notre héros est tiraillé entre 2 femmes et que subitement comme ça, pouf, il en choisit une, votre lecteur il va se dire mais qu'est-ce qui se passe là? Ou alors, si ça arrive, c'est que vous auriez préparé le terrain, vous auriez semé des indices au fur et à mesure qui vont faire qu'à ce moment de dénouement, il y ait une logique, une suite logique. Si par exemple, parmi ces 2 femmes que votre héros aime, il y en a une avec laquelle il avait rompu dans le passé, mais il avait rompu avec elle parce qu'il s'agissait d'un malentendu, d'une copine qui avait commis quelques malversations. Et qu'il retrouve cette amoureuse-là à un moment de votre histoire parce qu'il a découvert le poteau rose, oui, là, il y a une logique. Et votre lecteur va vous suivre dans votre histoire. Mais si par manque d'imagination ou par paresse, vous décidez juste qu'il en choisit une, ça ne marchera pas. On a souvent, pour ceux qui ont regardé des westerns, ça arrivait de temps en temps comme ça dans les westerns, que le héros soit là dans une situation extrêmement compliquée et que subitement, comme ça, sorti de nulle part, il y a la cavalerie qui débarque et qui le sauve et qui l'aide. Et là, on se dit, non mais sérieux le réalisateur? On n'y croit pas une seule seconde et on se sent frustré parce qu'on se dit, nous on voulait absolument comprendre comment est-ce que notre héros allait s'en sortir. C'était ça l'intérêt du film pour nous. On se disait, mais il va faire preuve d'imagination, de bravoure, de quelque chose. Et puis il y a la cavalerie qui débarque et qui le sauve. Donc on n'est pas content du tout. Et c'est là que vous allez comprendre le titre, Le diable qui sort de sa machine. Voilà, on sort comme ça un prétexte pour terminer son histoire et le lecteur n'y est pas dupe du tout. Et sachez que ça, le lecteur, soit il va abandonner votre livre parce qu'il lui se dira, voilà, vous allez le perdre en réalité. Il n'aura plus envie de vous suivre parce qu'il va avoir comme un sentiment de trahison. Et votre lecteur, votre but, c'est de le garder avec vous, pas de le trahir. Votre lecteur, il espérait découvrir l'ingéniosité déployée par votre héros. Mais il y a un moyen, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas tomber dans ce piège, c'est de préparer le terrain, de semer des indices. Et au moment du dénouement, le lecteur vous croit et là, ce n'est plus du tout le diable qui sort de la machine. C'est vous qui avez fait preuve cette fois-ci d'ingéniosité pour amener votre lecteur exactement à la conclusion que vous vouliez. Après avoir écouté Corinne Dossa pour ce conseil, dans cette capsule numéro 11, nous passons maintenant à notre rubrique que vous attendez tous, la rubrique d'Alix, une page se tourne, silence ça tourne. Bonjour. Bonsoir Alix. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman adapté dans de nombreux films et suites, La planète des singes. La planète des singes est d'abord un roman de science-fiction, publié en janvier 1963 par l'écrivain français Pierre Boulle. Succès commercial, il est rapidement traduit dans de nombreuses langues. Le roman raconte l'histoire de 3 hommes qui explorent une planète lointaine, similaire à la Terre, où les grands singes sont les espèces dominantes et intelligentes, alors que l'humanité est réduite à l'état animal. Le narrateur, Ulysse Mérou, est capturé par les singes et se retrouve enfermé dans un laboratoire.
Prouvant son intelligence, il aide ensuite les scientifiques simiens à découvrir les origines de leur civilisation. Satire de l'humanité, de la science et de la guerre, l'ouvrage aborde également les thèmes de l'instinct, de l'évolutionnisme et de la société humaine. La planète des singes est l'un des romans les plus célèbres de Pierre Boulle et l'auteur est même contacté par les producteurs pour rédiger le scénario d'un des films. C'est Alain Bernheim, l'agent littéraire de Boulle, qui présente le roman au producteur de cinéma américain Arthur P. Jacobs, qui en achète aussitôt les droits d'adaptation pour le cinéma. Il passe plus de 3 ans à essayer de convaincre des réalisateurs de s'occuper du projet. Il embauche aussi plusieurs artistes pour créer des dessins préparatoires. Le scénario de Serling s'éloigne du roman de Boulle en introduisant le thème de la guerre froide, notamment à la fin, où il révèle que la planète des singes est en fait la Terre du futur que l'homme a ravagée avec une guerre nucléaire. Le coût de la production est alors estimé à 10 millions de dollars, ce qui semble trop risqué pour les studios d'Hollywood ou des financeurs européens. Les producteurs engagent donc l'écrivain Michael Wilson, qui a précédemment adapté pour le cinéma le roman de Pierre Boulle Le pont de la rivière Kwai pour réécrire le scénario de Serling. Jacobs et son associé Mort Abrahams finissent ensuite par persuader Charlton Heston d'endosser le rôle principal. Heston leur recommande alors le réalisateur Franklin Schaffner. Ces deux derniers enregistrent ensuite des bouts d'essai qui parviennent à convaincre la 20th Century Fox que le film peut être un succès. La Fox insiste cependant pour que le budget soit revu à la baisse. Pour faire des économies en effets spéciaux, Wilson décrit une société simienne plus primitive que celle du roman. La nouvelle version du scénario change une grande partie de l'intrigue et des dialogues, mais conserve le thème de la guerre froide et la fin de Serling. Pour réaliser les maquillages nécessaires au film, les producteurs engagent ensuite John Chambers, qui a notamment travaillé sur la série Les Monstres. À partir de ce premier film, La planète des singes devient une franchise multimédia de science-fiction, composée de plusieurs longs métrages, de livres, de séries télévisées et de bandes dessinées. Son adaptation cinématographique de 1968, La planète des singes, est un succès critique et commercial qui engrange des suites et des produits dérivés. Arthur P. Jacobs produit les 5 premiers films par le biais de la société de production Abjac pour le studio 20th Century Fox. Après sa mort en 1973, la Fox prend le contrôle de la franchise. Les critiques considèrent que le thème principal de la saga est son évocation du racisme. En 1998, Eric Green, écrivain, note que la saga des singes apparaît comme une allégorie libérale du conflit racial présent aux États-Unis. Selon Green, l'arc narratif de la franchise a pour sous-texte principal la lutte autodestructrice entre les humains et les grands singes pour la domination de l'autre. Leurs différences se manifestent principalement par l'apparence physique, mais la domination découle du pouvoir social plutôt qu'une supériorité intellectuelle innée. Chaque film modifie l'équilibre du pouvoir pour que le public s'identifie parfois aux hommes et parfois aux singes. Selon Green, le message central de la première série est qu'une discorde raciale non résolue mène inévitablement à la catastrophe. La question des droits des animaux occupe également une place prépondérante dans la série. Eric Green considère que ce thème est lié à celui du racisme. Dans le premier film, Taylor est traité avec une cruauté par les singes qui le considèrent comme un animal. Les films suivants montrent les humains maltraitant les singes pour le même motif. L'idée d'un droit des primates est encore plus présente dans la deuxième série de films. Elle évoque en effet directement la question de la personnalité des grands singes par le combat de César et de ses condisciples pour leurs droits dans une société qui ne les considère pas comme des personnes morales. 4 films suivent le film original de 70 à 73. Le secret de la planète des singes, Les évadés de la planète des singes, La conquête et la bataille de la planète des singes. Même s'ils ne remportent pas la même adhésion que le premier film, ils sont également des succès commerciaux qui poussent la Fox à lancer 2 séries télévisées dérivées en 1974 et en 1975. Le studio de production pense dès 1988 à refaire un film, mais ne parvient pas à concrétiser le projet avant 2001, avec la sortie du film La planète des singes de Tim Burton. Une nouvelle série de films voit ensuite le jour en 2011 avec La planète des singes, les origines, puis La planète des singes, l'affrontement en 2014 et La planète des singes, suprématie en 2017.
L'ensemble des films engrange plus de 2 milliards au box-office mondial pour un budget estimé à moins de 600 millions de dollars. En plus des films et des séries, la franchise se développe à travers des jeux vidéo, des jouets et des bandes dessinées. Quand Tim Burton pose son regard sur le mythe en 2001, la Fox souhaite que la technologie des images de synthèse, déjà bien avancée, soit utilisée. Le réalisateur s'y oppose, insistant pour que les singes ne soient imités qu'au moyen de maquillage et de prothèses. Pour réaliser ceci, il désigne dans un premier temps le spécialiste doublement oscarisé des animatroniques et effets spéciaux, Stan Winston, The Thing ou Terminator. Mais très vite, ce dernier quitte le projet pour différents artistiques. Tim Burton se tourne alors vers un autre spécialiste, Rick Barker. Passionné de primates, il a déjà confectionné des costumes de singes pour Greystoke, la légende de Tarzan, Bigfoot et Gorille dans la brume. La performance de l'équipe de maquilleurs est aussi exceptionnelle. Derrière le maquillage, les acteurs sont méconnaissables, les expressions des singes plus souples et plus réalistes que dans la version de 1968. Les deux derniers volets réalisés par Rupert Wyatt et Martin Reeves, La planète des singes, les origines en 2011 et La planète des singes, l'affrontement, sont les deux films les plus aboutis en matière de réalisme des primates. Pour la première fois dans l'adaptation de Rupert Wyatt, les singes ne sont pas des acteurs en costume, mais des créatures entièrement numériques. Pour assurer un rendu réaliste, la compagnie Weta Digital, créée par le réalisateur Peter Jackson, utilise la technologie de capture de mouvement, motion capture. La prestigieuse université Columbia aide à fournir des équations mathématiques précises basées sur les lois physiques pour imiter avec exactitude la fourrure des singes. C'est l'acteur roi de la transformation physique, Andy Serkis, qui prête ses mouvements à César. Spartacus Simieste, à l'origine de la révolte, et 7e personnage de la synthèse de sa carrière. La raison pour laquelle j'ai incarné tant de personnages via ce procédé, c'est parce qu'il me permet d'explorer en profondeur leur personnalité, détaille Andy Serkis. Parmi ces rôles iconiques, il y a le tourmenté Gollum dans la saga Le Seigneur des Anneaux ou le massif King Kong dans le film du même nom. Autant d'œuvres signées Peter Jackson. Le suprême leader Snoke dans les épisodes 7 et 8 de Star Wars, c'est encore lui. La capture de mouvement change la manière de filmer un acteur, mais cela n'implique pas de jouer différemment. En fait, c'est même la forme de jeu la plus pure, celle où les émotions sont authentiques, ajoute-t-il. Jusqu'au boutiste, Andy Serkis a fondé en 2011 les studios de production et de création The Imaginarium, spécialisés dans cette technologie. Un créneau novateur qui a offert aux comédiens une place de roi à Hollywood. Disney, qui possède désormais les droits des films, prépare une nouvelle adaptation de La planète des singes après l'annonce du projet fin 2019. Pour l'instant, il est encore difficile de savoir s'il s'agira d'une suite officielle de La planète des singes, Suprématie de 2017, un redémarrage complet de la franchise ou un spin-off se déroulant dans le même univers que les films de Rupert Wyatt et Matthew Reeves. Ma chronique se termine. Merci de m'avoir écouté. Alors Alix, nous te remercions beaucoup pour cette année que nous avons passée ensemble. Merci pour tous ces ouvrages et pour tous ces films, parce qu'effectivement, tu nous as montré que beaucoup de films que nous regardions étaient en fait des adaptations de romans. Donc merci beaucoup de nous avoir à ce point instruits, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que personnellement j'ai apprises. Nous passons maintenant à la conclusion de cette émission. Donc je me retourne vers Chantal. Chantal, c'est vrai que j'avais encore tellement de questions à te poser, mais nous sommes arrivés à la fin de cette émission. N'empêche qu'avant de clore définitivement, j'avais quand même une dernière question. J'ai le sentiment que le combat de Lumina, qui voulait donc une justice équitable, est encore d'actualité sous nos cieux. Qu'en penses-tu en très peu de temps, puisque nous avons atteint la fin donc de cette émission? Absolument, c'est une question actuelle et c'est pour ça que Lumina, ce livre, Moi Lumina, est un roman actuel. C'est un roman historique, mais qui pose des questions essentielles sur nous, sur nos territoires et sur notre place en fait dans la République. Donc oui, absolument. Alors Chantal, je sais que tu es en dédicace, que tu es aussi en présentation. Est-ce que tu peux rappeler à nos téléspectateurs, auditeurs, internautes comment et où
peut-on, 1, te trouver, où pourra-t-on t'écouter, et 2, où peut-on trouver ton livre? Alors le livre, il est dans toutes les librairies, en Guadeloupe et en Martinique, puisque j'ai voulu d'abord une sortie en Guadeloupe et en Martinique, et puis une sortie nationale Très à la bien. rentrée. Je l'ai voulu comme ça, voilà. Et puis je serai en conférence dédicace au Café littéraire, à l'hôtel Awawak, accompagné du groupe Femme Kika, groupe emblématique s'il en est demain soir, Demain à soir, 18h30. d'accord. Voilà. Et puis je vais terminer mon périple guadeloupéen. Vendredi 1er, je serai au centre culturel de Trois-Rivières, accompagné aussi du groupe Femme Kika, pour une rencontre, dédicace, conférence. Et vous allez voir que on va passer un sacré moment. Ah, je n'ai pas de mal à te croire. Je te remercie vraiment moi, beaucoup, alors, c'est Chantal. vraiment moi. J'avais encore beaucoup de questions, mais nous devons nous arrêter. Alors moi, je vais faire une conclusion. Ma conclusion va être tout d'abord vous remercier. Téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices et internautes. Merci, merci pour vos mails. Merci de m'avoir accompagnée tout au long donc, de cette première saison. Ça a été quelque chose de totalement nouveau pour moi, mais j'ai décidé donc de me lancer dans cette chose, faire connaître davantage notre littérature. Je veux remercier tous les auteurs, toutes les autrices qui ont accepté dans une émission qui n'était pas spécialement connue, avec quelqu'un qui n'est pas donc du milieu, vous avez accepté de venir donc parler de vos ouvrages. Vraiment merci, je suis très touchée. Merci aussi au réalisateur Bruno Perruche qui a été d'une patience avec moi tout au long de ces 19 émissions. Merci à Alix pour sa rubrique toujours très passionnante. Merci à tous les lecteurs, à toutes les lectrices qui ont accepté de jouer le jeu. Merci à Corinne Dossa. Et évidemment, je tiens à remercier le directeur de cette chaîne, Monsieur Mario Mouradel, pour la confiance qu'il m'a témoignée, puisque, comme je dis, je ne suis pas donc du milieu. Il a accepté donc de me faire confiance. Et apparemment, eh bien, nous allons nous retrouver pour une saison numéro 2. Je vous dis encore à très bientôt. Merci de nous suivre. Et encore, merci beaucoup Chantal et à très bientôt. C'est moi qui te remercie pour ta très belle émission. Merci beaucoup. Longue vie à Lumina Sophie. À très bientôt. Au revoir.